La question du quoi enseigner. Il fallait faire des choix. Pour permettre de construire un rapport positif au corps, apprendre par le corps, quoi apprendre et comment apprendre. Alors par rapport à cela, il faut qu'on garde présent à l'esprit que ce contexte d'apprentissage qui met en interrelation des activités de nature artistique, qui met en interrelation des adolescents et qui se croise avec la problématique du handicap, vient renforcer les difficultés des élèves parfois dans les tâches qu'on leur propose. Ça, je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Ce n'est pas facile. On complexifie une problématique qui est déjà complexe, on l'a vu avec les adolescents, le rapport au corps, le rapport à l'intime, le rapport à l'autre, et à cet autre très différent de moi. Donc comment dès lors, dans ce contexte qui nous semble finalement très très difficile par rapport à ce rapport positif au corps, comment faire pour amener les élèves néanmoins à être dans un bien-être corporel pour eux-mêmes et avec les autres. Alors j'ai choisi ici de développer 3 objets d'enseignement, 3 thématiques d'enseignement potentiel. Premièrement, on l'a vu, c'est le fil directeur de cette activité, et en effet, l'éducation du regard est quelque chose qui est important, je m'y arrêterai. Je pense aussi que dans ce cadre-là particulier, dans ce contexte-là, s'arrêter à un moment donné sur la problématique de gestion et de contrôle des émotions est aussi quelque chose qui me semblait important. Et enfin, je conclurai sur cet point particulier qui est la problématique du contact inter-élève et qui pose des déclinaisons très particulières. Alors pour l'éducation du regard, c'est vrai que l'école est le premier lieu, après la famille, de rencontre avec l'altérité. Ce regard s'éduque donc à l'école. Et lorsqu'on est confronté au public d'élèves en situation de handicap, comme le dit cet auteur, Jean-Sébastien Morvan, le handicap handicapte, c'est-à-dire qu'il nous interpelle. Et il est moins question de dissemblance et de différence que de ressemblance et de mêmeté. C'est-à-dire que ce corps-là, ce regard que je porte sur l'autre très différent, m'interroge moi-même. Ce que le regard fuit ou dévisage avec insistance face au défiguré suscite des mouvements révulsifs, tout en étant mêlé d'attirance. Qui n'a pas détourné les yeux dans le métro lorsqu'un groupe de jeunes sourds communique entre eux en langue des signes? Cette différence, cette altérité nous questionne et donc le regard est attiré. Et il faut éduquer nos élèves à cette différence. Il faut les éduquer au sein des classes, il faut les emmener en dehors aussi. Il faut monter des partenariats de rencontres, pourquoi pas avec des unités d'enseignement qui sont localisées pas loin, à proximité, dans un IME par exemple. N'hésitons pas à aller vers le handicap et à amener les élèves à aller vers le handicap. Parce que tous n'auront pas l'occasion, dans leur classe ordinaire, de côtoyer cette partie de la population. Alors par rapport à ça, encore une parole d'enseignante, placer des élèves qui ont une image dégradée d'eux-mêmes dans une situation de se donner à voir, est-ce que finalement c'est pas les mettre en danger? Est-ce un contexte porteur pour restaurer une image cabossée? En effet, c'est une question à se porter. Ce regard nous questionne l'élève lui-même. Certains fuient. Alors tout à l'heure, je ne vous ai pas dit, mais la discipline EPS est une discipline qui est réputée pour être inclusive. Dans mon département, le Finistère, une étude là vient d'être organisée et structurée pour les ULIS collèges, unités localisées pour l'inclusion scolaire. La discipline EPS, parmi l'ensemble des inclusions, représente plus de 22%. C'est-à-dire la question posée, c'est dans quelle discipline les élèves sont-ils inclus? À plus de 22% sur l'ensemble des disciplines, donc un quart des inclusions vont en EPS. C'est très important. Par contre, pour les chiffres ne sont pas encore là, je les ai demandés, j'espère en avoir. Pour tous les élèves qui sont en scolarisation ordinaire dans une classe, l'intuition que j'ai, et j'attends de voir si c'est conforme, si ça va être conforté par des chiffres, je pense que la discipline EPS est l'une des moins inclusives. C'est-à-dire que souvent la discipline EPS est la plage horaire sur laquelle on va planifier des créneaux thérapeutiques, on va planifier des rendez-vous avec le psychologue, on va planifier des rendez-vous avec l'ergothérapeute. Alors on est tous responsables de ça, attendons d'avoir des chiffres plus précis, mais c'est vrai que souvent, y compris dans l'imaginaire des familles et des élèves, nous ne sommes pas la discipline la plus importante. Et donc, l'importance ici de montrer que l'on va utiliser l'EPS comme une discipline qui va permettre de reconstruire cette image de soi et de valoriser cette confiance en soi, d'aller au-delà. L'éducation du regard, selon moi, c'est un parti pris personnel, vise à la formation de 3 regards. D'abord le regard que moi, en tant qu'élève, je porte sur moi, le regard que l'autre porte sur moi, et bien sûr le regard que je porte sur l'autre. Alors que je sois en situation de handicap et que je regarde mon partenaire valide, avec ce regard d'envie, parfois, ou l'inverse. Donc l'éducation du regard, n'oublions pas qu'il y a ces 3 regards qui se mêlent et qui s'entrecroisent.
Mais avant tout, lorsqu'on forme les élèves, lorsqu'ils sont spectateurs et qu'ils sont en train de regarder les autres ou qu'ils soient juges, ce qui est plus important dans notre esprit d'enseignant et je pense d'éducateur, c'est qu'on forme le regard de demain. C'est-à-dire qu'on forme le regard que les élèves porteront dans la rue sur ces personnes différentes d'eux-mêmes. C'est donc un projet de société. Et je voulais vous faire entendre un petit extrait, j'espère que ça va fonctionner, il y a un petit peu de stress. L'extrait d'un film qui a été réalisé dans mon académie au lycée, au lycée de Carhaix. Ce film, c'est pas de l'EPS, c'est simplement la parole des élèves d'Ulysse, sur le regard porté par les autres élèves sur eux-mêmes. Et je trouve que leur parole est très intéressante. Mes parents, j'ai eu que des insultes et tout ça, c'est comme vrai, mais vous ne pouvez pas gérer le cours, tellement. On en a parlé à notre prof principal et il a arrêté les voix et puis il leur a dit c'est pas bien de vous moquer des Ulysses quoi. Pourtant nous on est sympas quoi. Enfin, c'est vrai que on est pris plein à la gueule quoi. Tu sais qu'ils partent sans toi, mais toi tu peux pas aller les voir parce qu'on va dire qu'ils sont beaucoup plus que toi, enfin ils sont mieux que toi quoi. Ça. Toi t'es là, moi je suis en dessous. Voilà, donc c'est des élèves qui parlent d'eux-mêmes puisque c'est un cinéaste qui est venu dans l'établissement et qui a tourné ce court-métrage avec eux. Et sur ces paroles, on voit véritablement comment la formation du regard des élèves face à cette différence est facteur d'inclusion sociale et de mieux-être pour tous ces élèves. Donc il y a la nécessité d'éduquer le regard, évidemment. Alors on peut s'appuyer sur des éléments programmatiques qui nous rappellent que les attendus de ce champ, fin de cycle 3, c'est d'amener les élèves à respecter les prestations des autres et à accepter de se produire devant les autres. On a par rapport à ça, avant de passer au contrôle des émotions, véritablement un enjeu de société, derrière l'acceptation et la formation de ces regards. Alors le contrôle des émotions, évidemment, à travers ces activités, c'est aussi quelque chose qu'on va apprendre. Ces élèves-là ont un profil très particulier. Parfois c'est difficile, le côté imprévisible, spontané est parfois très difficile à gérer. Il est soit exploitable, soit modulable, soit inacceptable aussi. Pour ceux qui ont été confrontés à des élèves ayant des troubles du comportement sévères, ça peut donner lieu à des situations de crise au sein d'un groupe. Et il ne faut pas non plus, par rapport à ça, avoir une vue trop idéale, ni idyllique de cette problématique qui donne lieu à des complexités et qui doit donner lieu à, de la part de l'enseignant, une procédure qui doit permettre à l'élève en situation de handicap d'être en capacité de ne pas être mis dans une surcharge émotionnelle trop importante, mais aussi pensons aux autres qui doivent être préparés à cette rencontre-là et qui doivent être préparés à la survenue d'émotions trop violentes, trop difficiles dans la classe. On a pour ça des accompagnants d'élèves en situation de handicap qui sont là pour nous aider au cœur de la classe sur des situations difficiles. Alors toujours sur cette problématique des émotions, au-delà même des élèves en situation de handicap, il y a la souffrance qui est exprimée par certains là, un enseignant, mais qui remonte les paroles des élèves. Ça peut provoquer des angoisses, des blocages chez les élèves, qu'ils soient valides ou qu'ils soient en situation de handicap. Dès lors, on est dans ce passé devant les autres. N'oublions pas cela. Par rapport à cela, je continue sur les différences. Un élément important, il me semble, et on l'a vu déjà ce matin, c'est la nécessité de permettre, on l'a vu tout à l'heure avec les collègues, l'expression, la réception, mais aussi l'émission, la discussion des émotions. Créer des espaces de parole avec les élèves, c'est quelque chose qui est nécessaire, notamment lorsqu'il peut y avoir des situations de crise avec des comportements extrêmement violents de certains élèves en matière de manifestation de leur peur, de leurs angoisses, de leur refus de participer. Et en effet, à un moment donné, il faudra permettre la parole et à ces émotions de s'exprimer. L'éducation à la sensibilité, c'est permettre à chacun d'exprimer et de s'approprier cet environnement et de faire preuve de sensibilité. Alors je vous ai mis ici, vous la retrouverez, ce diaporama vous l'aurez, vous aurez aussi le texte que j'ai pu écrire qui ne reprendra pas strictement mon discours, mais les grandes lignes du discours, vous l'aurez aussi. Le programme, je vous encourage à aller dans le programme d'éducation morale et civique. Dans ce programme est définie la sensibilité, ce n'est pas une définition scientifique, c'est une définition institutionnelle sur laquelle je vous invite à vous arrêter. Cette définition montre bien que la sensibilité, l'éducation à la sensibilité, c'est une composante essentielle de la vie morale et civique. On forme le citoyen de demain et on lui permet de s'exprimer, d'identifier ses émotions, ses sentiments et de donner sens à ce qu'il vit en cours pour pouvoir après se construire lui-même. Par contre, j'ai enlevé un petit peu vite, il faut les discuter.
Il faut discuter ses émotions pour mieux comprendre ceux d'autrui. Donc ce dialogue, ce débat est important dans l'éducation aux émotions. Alors par rapport à cela, dernier petit point, c'est que nos programmes aussi nous enjoignent de travailler sur ce versant émotionnel. C'est un exemple du cycle 4, faire la compétence visée qui nous est imposée, provoquer une émotion du public, mais aussi savoir dominer ses appréhensions. Donc ça, c'est une orientation qui nous est imposée et qui donne sens à l'éducation du sensible, au travail sur les émotions dans ce champ particulier d'activité. Alors par rapport à tous ces mots qui tournent et qui gravitent autour de cela, j'avais envie de vous faire écouter un extrait, j'espère que j'ai encore un petit peu de temps, 5 minutes. Rapidement, non, je choisis de passer puisque j'ai pas beaucoup de temps, je reviendrai à celui-ci après. Je préfère finir la thématique du contact et pas vous mettre trop en retard. Donc après les émotions, le contact interélève, c'est une thématique qu'on travaille souvent. On va aller faire des portées, on va aller faire des poids contre poids, on va aller travailler sur la thématique du contact tout simplement distal, dans les activités de danse, proximale, intime. Tous ces éléments-là sont importants. Alors une citation qui est un peu longue, mais quand même qui dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que parfois les élèves ont du mal à se toucher entre eux. Alors déjà ils ont du mal, mais alors quand leur partenaire est en situation de handicap, on peut comprendre leurs frustrations, leurs inhibitions, leurs difficultés. Et cette question un petit peu bête, mais pourquoi pas? Est-ce que c'est pas contagieux le handicap? C'est vrai que chez certains élèves, en particulier les jeunes collégiens, qui n'ont pas eu cette sensibilité et ce discours, ce débat autour de la différence, c'est des questions qui peuvent venir on va dire parasiter le contact interélève. Mais la place de l'enseignant est bien évidemment, comme le dit cet enseignant au féminin ou au masculin, c'est de dédramatiser cette première approche. Et c'est justement par le jeu et par l'ajustement dans les situations que l'on va construire, ce qui est très important ici je trouve, un nouveau mode de communication au sein de la classe. Alors on vit dans une société où le contact n'existe plus beaucoup, la nôtre, ce n'est pas le cas dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures. Ce qu'il y a de plus profond en l'homme, c'est la peau. J'aime beaucoup cette citation, en effet. Donc j'ai envie de redonner les lettres de noblesse à tout ce pan de notre culture et de notre éducation physique qui est de donnons la parole non verbale aux élèves, développons la dimension tactilo-kinesthésique pour amener les élèves à se toucher, à donner du sens au toucher et développons cet espace peau, expression empruntée bien sûr à Monsieur Anzieux et qui n'est pas de moi, bien évidemment. Alors par rapport à ça, ça peut poser problème chez certains élèves, pour certains enseignants. Néanmoins, la plupart de ceux qui m'ont répondu ont dit qu'après un premier temps, cela s'était souvent passé sans ambiguïté, dans le respect et dans la bonne humeur, qu'il y ait des élèves en situation de handicap ou pas. Parfois, ça peut poser des petits problèmes anecdotiques. Tiens, il a une prothèse, est-ce que je peux toucher ou pas la prothèse? Est-ce que je ne dois pas être vigilante à un moment donné en tant qu'enseignante pour pas que les autres se blessent? Est-ce que le fauteuil, est-ce que je peux toucher le fauteuil, je peux monter dessus, je peux en descendre? Le contact, là, dans ce cadre-là, pose en effet des déclinaisons individuelles qui peuvent questionner, sur lesquelles il faut qu'on soit préparé. Par rapport à ça, je pense que là, le PS, et donc la place du corps, n'est pas à négliger. Ce contact-là est à développer et donne une place toute particulière à l'enseignant de PS dans la réappropriation de ce corps outil de communication interpersonnelle, communiqué par le contact. Là, j'ai pris encore un autre extrait du programme de MC qui rappelle qu'on doit développer en EPS le respect du corps entre les filles et les garçons. L'accent est mis sur les filles et les garçons dans cette déclinaison, mais j'avais envie de dire aussi qu'on pourrait mettre entre les élèves valides et non valides, notamment en développant l'éducation affective. Cette éducation affective, par les contacts, me semble très importante, même si la problématique est complexe. On rappelle qu'on a affaire à des élèves adolescents, qu'on touche à l'intimité, qu'on touche à la culture avec certaines élèves. Le contact pose plus de problèmes que dans d'autres cultures. N'ayons pas peur de tout cela. Alors je voudrais revenir aux élèves de tout à l'heure, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai accéléré. Ce contact-là me semble, cet extrait-là me semble plus important sur le contact. Être aimé par quelqu'un, ça me fait du bien. On voit que quelqu'un s'intéresse à moi. J'apprends à le connaître. Je vois comment il est son comportement. Et c'est bien, je m'intéresse à lui, c'est pas bien, je m'intéresse pas à lui. Quand je suis amoureuse, des fois je vais lui dire en face et des fois je préfère que c'est lui qui fasse le premier pas. Alors pourquoi j'ai choisi cet extrait, c'est qu'on voit bien la parole de l'élève qui est sur sa vie personnelle, et puis ce travail en EPS qui est sur le contact.
je trouve que le parallèle, c'est pas moi qui ai monté le film, est très intéressant. C'est-à-dire que le travail fait en EPS rayonne, diffuse dans tous les autres paramètres de la vie de chacun de ces individus et de chacun de ces adolescents. Ne laissons pas la place là à d'autres spécialistes du corps qu'à nous, qu'à vous. C'est-à-dire que ce n'est pas un spécialiste de danse-thérapie qui va venir au sein de l'ULIS pour travailler sur le contact. Ce n'est pas un spécialiste de sophrologie, ce n'est pas le prof de yoga de l'association du coin qui va venir avec les élèves travailler sur le contact et sur cette estime d'eux-mêmes par le bien-être corporel. Dans nos compétences, dans notre éducation physique, on a tout ce pan-là à développer, à nourrir. Alors certes, cette problématique-là est mise sur les élèves en situation de handicap, mais néanmoins, tous les élèves devraient développer par le champ d'apprentissage numéro 3 cette capacité à communiquer avec les autres par le contact. Ce film, je ne vais pas vous le montrer parce qu'on n'a pas assez de temps. Néanmoins, je vous invite à aller le voir, il est en consultation libre sur Numéridance. Et moi, il m'a beaucoup touchée. Bon, il y a longtemps que je le connaissais, je l'ai revisité aujourd'hui, enfin pour l'occasion. Et je vous inviterai à aller voir. Alors, il s'agit de l'histoire de Mathilde Monnier. Mathilde Monnier est une chorégraphe de renom pour ceux qui connaissent le champ des activités artistiques. Et elle a fait une expérience singulière avec une jeune femme de 26 ans, autiste profonde, qui était avant l'expérience complètement murée dans son hôpital psychiatrique. Et par le développement d'une communication non verbale de l'artiste, chorégraphe, avec cette jeune femme, on voit au fur et à mesure du film cette jeune femme s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à la communication. Et on voit ces thérapeutes qui regardent, qui observent et qui découvrent une réalité. Et donc, nos élèves ne sont pas capables de cela parce qu'il faut une présence, il faut déjà une confiance en soi-même. Nos élèves de lycée, peut-être les plus adultes et les plus en accord avec eux-mêmes, pourraient peut-être aller jusqu'à ce travail-là du contact pour essayer des élèves qui sont dans cette bulle sociale très enfermée, de les faire sortir et de les faire communiquer uniquement par le travail sur le contact. C'est quelque chose qui est relativement difficile. Alors en conclusion, parce que vous m'avez imposé une problématique complexe, il faudra encore en parler longtemps, néanmoins, rapidement, c'est que sans l'engagement des acteurs, quels qu'ils soient, en premier lieu l'enseignant d'EPS qui nous intéresse aujourd'hui, on n'arrivera pas à construire ce projet de société. C'est un projet de société qui se cache derrière cette thématique-là, un projet de société qui vise avant tout à développer ce que l'on appelle maintenant très facilement le vivre ensemble. C'est une problématique difficile, c'est pas facile, ça nous interroge chacun, on l'a vu dans notre intériorité. Une petite citation ici que je voulais en conclusion évoquer pour vous. Les sans-images, plutôt la fin, les sans-images, les exclus de l'image, accèdent à la scène sociale du visible. Ils quittent leur rôle passif de spectateurs d'image pour devenir producteurs de leur propre image. Lorsqu'on donne l'occasion aux élèves en situation de handicap de s'exprimer dans le champ des activités artistiques, on leur donne cette chance-là qui est de devenir eux-mêmes acteurs de leur corporéité. Un corps qui a souvent été vu sous l'angle médical. Et enfin, une dernière citation pour chacun et chacune d'entre vous qui se reconnaîtront dans le métier d'enseignant. L'enseignant a la capacité à faire advenir l'imprévisible, l'invisible potentiel de l'autre. Il devient un ouvreur de piste, ou plutôt un passeur qui accompagne le passage du fauteuil à un se mouvoir sensible et autonome. Dès lors, la référence à un idéal de corps et de mouvement ne peut lui être d'aucun secours. Je trouve que cette citation est assez belle. Elle boucle un petit peu par rapport à l'intervention des autres collègues sur cette notion de mouvement, de geste, de référence technique, de normes. Est-ce que la problématique que nous avons vue là ensemble ne vient pas interroger ce rapport à la norme, ce rapport à la technique et placer au cœur de notre projet l'éducation à la différence? Voilà, merci pour votre écoute.